Bonsoir à tous et à toutes. Alors, je m'appelle Siam Apchi, je dirige un centre d'hébergement d'urgence pour sans-abri, donc c'est de l'accueil inconditionnel. Nous travaillons avec le SIAO Urgence et avec la DRIL, donc c'est la préfecture de Paris. Le centre que je dirige est dans le 10e arrondissement, avec la particularité que nous occupons des espaces vacants dans la ville. Donc aujourd'hui, à la recherche d'espace. Donc là, je suis dans un tri-courrier de la Poste qui était vide et que nous occupons. Nous occupons aussi les appartements vides des anciens postiers qui habitaient là. Donc c'est des équipements qui ne sont plus adaptés au fonctionnement de la Poste et que nous reprenons. Et donc c'est vrai que la question de l'architecture et en tout cas de la manière dont on peut intégrer l'espace dans la ville pour ces populations est une question à se poser. Parce que vous avez entendu parler du centre qui s'est installé dans le 16e arrondissement, que nous avons mis en place dans un espace qui était vacant. Là, pour le coup, avec une innovation, c'est un habitat mobile, donc qui peut se déplacer. On a un bail de 3 ans. Et c'était aussi pour répondre à la nécessité d'avoir une mixité dans l'espace francilien et parisien pour répondre à cet accueil inconditionnel. Donc tout le monde doit faire cet effort. Certains ne l'entendaient pas de cette manière-là. Nous avons eu 2 agressions ou 2 tentatives d'incendie sur le site. Nous accueillons aujourd'hui, je pense, 200 personnes, essentiellement des familles. On a communiqué sur le fait qu'il ne s'agissait pas de migrants, malheureusement, parce qu'il fallait aussi dire la réalité. Ce sont essentiellement des familles qui viennent du SIAO Urgence. Ce n'est pas un dispositif migrant qui a été mis en place suite à l'arrivée justement de ces populations qui fuyaient des guerres. Et donc tout ce contexte soulève aussi à la fois la question de nos missions, comment les accomplir dans un contexte si compliqué, l'évolution de nos métiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un travailleur social, il est mobile, il travaille dans des lieux qui bougent, puisque aujourd'hui je suis dans le 10e, demain je peux être dans un autre site, là où il y a de l'espace pour accueillir. Donc on s'adapte. Cette précarité va de pair avec la précarité de notre public, finalement. Nous devons connaître le droit des étrangers parfaitement, parce qu'il faut aussi pouvoir expliquer le droit d'asile, la manière dont ces personnes peuvent demander un statut de réfugié. Nous devons parler plusieurs langues. Les compétences linguistiques sont nécessaires, parce que ces populations viennent évidemment, alors l'image qu'on a, c'est ces populations qui viennent du Moyen-Orient, mais on a une population dont on parle peu, mais qui est bien présente, ce sont les populations qui viennent des ex-pays de l'Union soviétique, donc qui sont bien présents, qui arrivent avec leur famille. Donc la réalité, elle est complexe, et d'autant plus complexe que le politique parfois ne nous aide pas, et je parlerai de mon pays, qui est la France, avant de parler des États-Unis ou d'autres pays européens qui ont effectivement aussi un impact. Aujourd'hui, avec la mondialisation, ce qui se passe en Allemagne ou ce qui se passe aujourd'hui en Angleterre avec le Brexit a des impacts aussi sur cette notion d'hospitalité. Mais je vais parler de mon pays, et mon pays, qui est la France, m'a accueilli. Je ne suis pas née en France, je suis née à Constantine en Algérie, et j'ai, moi, une dette. Je le dis, j'ai une dette. Mais j'ai une dette non pas envers chacun d'entre vous, j'ai une dette dans cette idée pour l'idée de la France, ce que la France a construit, les valeurs universelles qu'elle a portées et qu'elle portera, je l'espère, encore longtemps. Donc c'est cette dette-là, et alors le moyen pour moi de rendre, c'est évidemment d'avoir été à la fois dans ma vie militante et aujourd'hui professionnelle active, l'être capable de parler, dont parle Ricoeur, c'est cet être qui est à la fois capable de pouvoir utiliser les moyens effectivement là pour le coup de rendre, parce que nous ne sommes pas tous capables de cela, et je vais en parler, et
être en capacité de pouvoir articuler aussi avec ses pairs, c'est-à-dire des personnes qui sont arrivées comme moi et qui se posent des questions sur effectivement l'hospitalité, la place, la question de la reconnaissance. Est-ce que je suis reconnue dans ce pays ? Bon, moi j'ai 41 ans, est-ce que je vais... Et je connais des personnes qui continuent à se poser la question de est-ce que je suis français ou pas ? Alors que, après avoir passé 40 ans dans un pays, je pense qu'on a plus trop à se poser la question. Mais ça doit nous interpeller à la fois sur la question de l'hospitalité, sur la question de la reconnaissance, de cette voix qui s'exprime pour pouvoir y répondre. Donc je voulais commencer donc d'abord par vous dire que les combats que j'ai menés auraient pu me permettre d'aborder l'hospitalité sous plusieurs angles. J'ai dirigé une association qui s'appelle Ni pute ni soumise, qui a abordé la question des violences faites aux femmes dans des quartiers populaires ghettoisés, où nous étions devenus inhospitalières, pour le coup. Et donc nous avons demandé justement à ce que la République et que nous entende, que nous avions à la fois des droits, des devoirs, mais que nous voulions être reconnus comme des citoyennes à part entière, et que notre corps ne pouvait pas être expulsé de l'espace, de la sphère publique, ni de l'espace citoyen, de l'espace commun. Donc j'aurais pu l'aborder sous cet angle-là, sous l'angle de la laïcité, qui pour moi est un garant aujourd'hui de la dignité de la personne humaine. Voilà, je le dis clairement. C'est-à-dire que nous avons, et pour moi clairement aujourd'hui, une difficulté à respecter cette dignité, à reconnaître cette dignité en l'autre, et peut-être, et je le développerai, à accepter l'autre qui est en nous. Puisque finalement, c'est peut-être l'autre qui est en nous qu'on veut expulser, en expulsant l'autre de notre territoire. Pour pouvoir ancrer mon discours dans une réalité, je voudrais vous lire ce que une de mes hébergées, je dis mes hébergées, comme il parle de moi en disant notre directrice, il y a évidemment une proximité, même si le travail se fait avec le positionnement et la distance nécessaire, nous vivons ensemble dans ce lieu où nous partageons l'espace avec 250 personnes. Famille et femme isolée. C'est une femme isolée, et donc nous avons échangé sur cette notion d'hospitalité. Alors elle a écrit « Texte pour le savoir-vivre ». L'hospitalité, c'est le savoir-vivre. Aller au-delà des clivages et des apparences, aimer, donner sans faire de différence, c'est élever son âme et son être, et relever le vrai défi de la vie. Dans un contexte mondial où on se divise et se méprise, où on se hait et se trahit, se querelle et s'entretue parce qu'on est différent et parce qu'on pense autrement. Sont forts seulement ceux qui rassemblent. Ce n'est pas qu'ils sont parfaits ou meilleurs que d'autres, c'est tout simplement qu'ils ont compris que nous sommes frères, qu'il n'existe alors pas de race, de sexe, de religion, de pauvres et de riches, d'ignorants et d'intelligents, mais uniquement l'être humain, qui par sa valeur mérite le respect, l'écoute et la dignité, peu importe ses idées, ses origines, sa culture et sa condition sociale. Ils ont compris que ce n'est qu'en vivant dans le respect qu'on parviendra à faire de ce monde un monde agréable à vivre et qu'on fera un pas important vers la paix en soi-même. Alors il y a énormément de mots-clés, la dignité, le respect, dépasser, transcender justement les différences. Et c'est vrai qu'on sent une aspiration chez cette jeune femme qui n'est pas native de la France, qui vient d'un pays africain et qui se bat au quotidien, évidemment, pour sa dignité, pour travailler, apprendre la langue. D'ailleurs, elle l'apprend très très bien. Je pense qu'on pourrait l'encourager. L'hospitalité, c'est une histoire, comme Sébastien l'a brièvement explicité. Le dictionnaire historique de la langue française dit ceci: à l'origine, l'hospitalité n'est pas une qualité, mais un lieu. Les hospitalités au XIIIe siècle étaient ces établissements religieux qui accueillaient ou soignaient les indigents et les voyageurs hospitaliers d'abord parce qu'ils étaient gratuits. Aujourd'hui, les hospices ont disparu, les hôpitaux soignent ceux qui ont un numéro de sécu. Les sans-abri sont dans nos rues, dans les campements, les bidonvilles, parce qu'il y en a en France, dans nos centres d'hébergement d'urgence, à l'hôtel.
en attendant qu'une place se libère plus pérenne dans un centre plus stabilisé. Tous les lieux publics qui essaiment en Europe à partir du XVIIe, églises et hôpitaux, vont commencer à penser les règles de l'hospitalité. Donc elle ne devient plus un lieu, mais peut-être une vertu, comme dit Stéphanie, un savoir-vivre. L'hospitalité qui prenait soin et accueillait est encadrée juridiquement. Cette évolution coïncide avec l'histoire de l'association Aurore, qui est née en 1875. À l'époque, elle a commencé à s'occuper des sortants de prison qui atterrissaient dans la rue. Et elle naît aussi sous la Troisième République, qui voit aussi naître le droit à l'éducation laïque, le droit de grève, le droit d'association et de réunion. Donc, quand l'hospitalité devient une loi, et donc on parle d'hospitalité inconditionnelle, qu'elle est intégrée au Code civil aujourd'hui, avec des règles, des droits et des devoirs, c'est un espace commun que l'on constitue et qu'on inscrit dans le marbre. C'est important de le rappeler, c'est inscrit dans le Code civil et l'un des garants de ce droit, c'est le préfet aujourd'hui, qui fait respecter le droit à l'hébergement d'urgence dans le cadre du dispositif de veille sociale. C'est important parce que comme beaucoup de personnes ne connaissent pas aussi cette dimension juridique de cet accueil inconditionnel, je pense que c'est important de le rappeler. L'accueil inconditionnel des personnes sans domicile est un principe inscrit dans le Code de l'action sociale et des familles qui prévoit dans son article L345-2 « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès à tout moment à un dispositif d'hébergement d'urgence ». La loi prévoit que l'hébergement d'urgence doit permettre de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène d'une première évaluation médicale, psychique ou sociale. Donc c'est un droit, lorsqu'ils ne sont pas pris en charge par le dispositif national, pour les demandeurs d'asile, ces derniers peuvent bénéficier du dispositif général de veille sociale prévu par l'article L345-2 du Code de l'action sociale et des familles. Celui-ci peut conduire à leur admission dans un centre d'hébergement d'urgence. Donc là, je fais référence au campement, évidemment, que nous avons aujourd'hui à Paris. Donc il y a aujourd'hui une tension entre ce qui est inscrit dans notre droit, et donc qui fait partie aussi de notre bien commun, qui évidemment est le fruit de luttes, de débats, et une réalité qui est présente dans l'opinion. Et il faut se poser la question de cette tension-là. La participation du droit à la raison occidentale se réalise ainsi dans l'ordre symbolique. Il apparaît comme l'instance privilégiée chargée de maintenir la pérennité du lien social. Ce que nous lisons dans le droit, ce sont les tensions, voire même les contradictions qui affectent le lien social. Bernard Edelman, la personne en danger. Donc, ce droit implante en chacun de nous cet autre que soi, chargé de veiller aux intérêts supérieurs de l'espèce humaine. C'est-à-dire que nous portons en chacun de nous cette exigence, nous devons faire respecter la dignité humaine. En sommes-nous dignes, tout d'abord? Avons-nous tous conscience de cette responsabilité? Sommes-nous tous réellement le garant du respect de la dignité? Cet ardent sanglot qui roule d'âge en âge constitue la matière vivante de notre dignité, écrivait Baudelaire dans Les Phares. Cette hospitalité, elle est remise en question et reformulée plutôt comme « qui est digne de mon hospitalité ?» Certains le seraient plus que d'autres. Loin de l'inconditionnalité de l'accueil, la réalité d'une opinion publique qui rejette l'autre parce qu'il est étranger, sans-abri, migrant, comme nous l'avons vu dans les tentatives d'incendie des centres d'hébergement d'Aurore dans le 16e arrondissement, ou dans les attaques de centres des Restos du Cœur, parce qu'il y a eu d'autres attaques, et oui, en France, et comme nous le voyons aussi partout aujourd'hui dans le monde actuel et contemporain. D'où vient ce conflit, cette tension entre le respect de la dignité humaine et ce moi replié sur lui-même? Un conflit entre fidélité à soi-même et injonction du groupe social,
ou de la communauté d'origine, parce que là, il n'y a pas de couleur pour refuser l'autre. Je crois que je suis bien placée pour le savoir. Rejeter l'autre parce qu'il n'appartient pas à votre communauté, parce qu'il ne vient pas de la même religion, qu'il ne pratique pas de la même manière. On est allé très loin dans le détail de la pratique religieuse, de la posture vestimentaire. Donc on est vraiment dans la graduation du plus petit moyen, le meilleur moyen pour rejeter l'autre, je dirais. Il faut trouver les moyens de résister au destin de masse qui nous enferme dans l'être rivé au biologique et à son corps, comme le définissait Lévinas. Le retour de l'Amérique wasp et blanche, le retour de la France nationaliste, le retour de l'islamisme radical, les atrocités de Daesh et les génocides en cours des Yézidis, peuple devenu étranger à exterminer de leur propre terre. Expulser l'étranger de soi-même, quitte à se convertir à l'inhumanité, qu'elle s'appelle arienne ou islamiste. L'humain n'est plus une évidence, mais peut-être une conquête sur l'inhumain à l'intérieur de chacun de nous. La dignité n'est alors plus naturelle, mais culturelle, c'est-à-dire une construction. Petit rappel de ce que l'UNESCO a inscrit aussi dans le marbre. Le génome humain sous-tend l'unité fondamentale de tous les membres de la famille humaine, ainsi que la reconnaissance de leur dignité et de leur diversité dans un sens symbolique. Il est le patrimoine de l'homme. La dignité, la civilisation est toujours déjà présente en chacun de nous, et le rapport narcissique de soi à soi du sujet de droit tout-puissant est ainsi théoriquement brisé. Théoriquement. Finalement, la dignité, c'est reconnaître cet humain et singulier en soi-même, de l'étranger en soi. L'humain dans l'homme est le fruit de cette conquête psychique et de ses implications culturelles. Pour revenir à cette notion d'hospitalité, Kant avait opposé deux droits dans son livre Vers la paix perpétuelle, où il s'interrogeait sur comment établir une paix perpétuelle. Le droit de visite illimitée est offert à tous sur la surface de la Terre. Pour Kant, pour moi aussi, la surface de la Terre appartient à tous et à toutes, et donc nous avons le droit de la visiter. L'autre droit est celui le droit de résidence. Celui-ci est plus restrictif, et nous le voyons bien, et donc forcément discriminatoire, défini en toute légitimité, oui, par les États dans le cadre d'accords qu'ils auront négociés. Dans la visite, on n'est pas un étranger en général, car le lien qui s'instaure à cette occasion, fondé, comme dit Benveniste, sur l'égalité de compensation, est un lien qui s'établit comme cet étranger, un étranger concret, accessible et prévisible. Ce lien s'installe entre cet étranger et le citoyen du pays. Sans ce lien, sans cette rencontre, il est difficile de s'installer, d'installer sa demeure. Parce qu'à partir du moment où on décide de rester, on est obligé tôt ou tard à une redéfinition du partage des biens, des valeurs et de l'espace commun. Seul le nouveau monde du résident, je parle de la France ici, a le pouvoir de rendre les opinions signifiantes et les actions efficaces, nous disait, au nouvel arrivant, nous disait Hannah Arendt. Et c'est peut-être là le sens du mot devoir. C'est à nous de rendre ces actions efficaces et signifiantes pour la personne qui arrive. Ça a été le cas pour moi. L'école de la République, je ne suis qu'un produit de cette école, avec à la fois ses défauts et ses qualités. L'action a été efficace. J'ai pu me forger une opinion et parce que le message était clair et j'ai eu la chance d'avoir à la fois un encadrement, mais quelque part une reconnaissance aussi de la place que je pouvais avoir et aussi offrir à la France. Ce n'est que dans la rencontre et la reconnaissance de l'autre en tant qu'il préexiste à moi-même que se révèle la possibilité de la vraie hospitalité, de l'hospitalité comme une joie. Autrui qui se révèle précisément et de par son altérité non point dans un choc négateur du moi, mais comme le phénomène originel de la douceur, nous écrivait Lévinas. Merci.